Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le futur. C'est Smart Future, une heure d'émission pour découvrir les innovations qui vont changer notre vie quotidienne et les entreprises qui les créent. Voici le sommaire des tableaux, des sculptures, des concertos créés grâce à l'intelligence artificielle. Les robots sont-ils des artistes? Quelle est leur cote sur le marché de l'art? Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Faut-il investir dans ce que les anglo-saxons appellent la gig economy, cette économie à la tâche qui va des livreurs précaires aux freelances hautement qualifiés? Réponse tout à l'heure. Dans Smart Connect, une nouvelle pépite française, vous découvrirez Hibou, surnommé par certains la vigie des chantiers, qui collecte et analyse les données des engins de chantier un peu partout sur la planète. Et puis dans la seconde partie de Smart Future, on se demandera à quoi ressembleront nos maisons et nos appartements dans 20 ans. Mais d'abord, êtes-vous prêt à acheter un tableau peint par un robot ? L'intelligence artificielle va-t-elle concurrencer les artistes? On en débat tout de suite. C'est notre sujet de la semaine avec Dominique Moulon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes curateur indépendant, critique d'art, enseignant. Et puis avec nous, en visioconférence, Hugo Cazel-Dupré, l'un des 3 membres d'Obvious, collectif d'artistes et de chercheurs. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends super bien. Eh ben, la liaison est bonne. Je vais commencer avec vous, Hugo Cazel-Dupré. Obvious, c'est quoi, quand, pourquoi vous l'avez créé ? Alors, Obvious, c'est une histoire d'amitié à la base. On a créé Obvious, qui est un collectif d'artistes, il y a 3-4 ans avec Pierre Fautrel et Gauthier Vernier. On est amis d'enfance et donc moi je fais une thèse en intelligence artificielle et donc j'ai toujours été intéressé par ça et on a toujours été férus de technologie et d'art aussi et donc on a voulu, en tombant sur certains algorithmes qui permettent de faire de la génération d'images, on a voulu se lancer dans de la création visuelle avec ce type d'algorithme et donc il y a plein de questions qui ont pu se poser derrière et nous on continue notre exploration artistique maintenant depuis 3-4 ans dans ce domaine-là. Et alors, vous avez fait l'événement chez Christie's avec un tableau Edmond de Bellamy. Avant de nous dire à quel prix il est parti, comment a-t-il été créé ce tableau ? Alors, l'idée de l'algorithme qu'on utilise, ça s'appelle les Generative Adversarial Networks. L'idée, c'est qu'on va fournir à l'algorithme une gigantesque base de données d'images. En l'occurrence, ce sont des portraits classiques. C'est notre première série sur laquelle on a travaillé. Et une fois que l'algorithme est nourri des images, il est capable de générer des nouveaux exemples. Donc c'est un peu comme si c'était... donc on fournit 15 000 portraits et c'est un peu comme s'il essayait de créer le 15 001e, le 15 002e, etc. C'est ni une copie ni une moyenne, c'est vraiment des nouveaux visuels. Et l'idée, c'est qu'on utilise cet algorithme comme un outil. Et cet outil, c'est notre outil de génération visuelle. Et on peut traiter différents sujets. Après, on a un message artistique derrière qui vise à parler des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle, de son impact sur la société aujourd'hui. Et donc voilà comment on peut créer avec ce type d'algorithme. Alors, il est parti chez Christie's à 432 500 $, ce tableau. Dominique Moulon, comment on peut estimer leur valeur, ces tableaux peints grâce à l'intelligence artificielle ? Ça, estimer une valeur, c'est difficile aujourd'hui. Le fait est que c'est parti chez Christie's New York. Christie's s'intéresse à ces questions, comme plus récemment, Christie's s'est intéressé au fameux NFT, c'est-à-dire avec la blockchain et des crypto-monnaies et des prix qu'on atteint des sommes gastronomiques. Ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Obvious, c'est l'idée d'un coup, d'un show, et c'est ça que je trouve fabuleux. Les œuvres aujourd'hui de cette même série valent peut-être pas forcément la même valeur que celle qui a été vendue Edmond Parce que Bellamy. C'était la première, Edmond de Bellamy. Il y avait un effet nouveauté. C'est un effet nouveauté chez Christie's, ça a un effet nouveauté, on va dire, pour le grand public. Ça n'a pas forcément un effet nouveauté pour la communauté artistique qui s'intéresse à cette relation entre l'art et les technologies. En fait, il faut bien quand même dire que cette relation entre intelligence et artificielle, elle est née ne serait-ce que l'association des deux mots dans les années 50. Et puis elle s'est améliorée avec les années 80. On a dit que les machines apprenaient par elles-mêmes, ça fait rêver. Avec les années 2000, 2010, on a connecté les machines avec des grandes quantités de data. C'est exactement ce que décrivait le membre d'Obvious tout à l'heure. Ouais. Et les fameux GAN qui peuvent faire, refaire. Donc il y a eu comme ça un engouement pour cette œuvre-là. Je dirais que ça aurait pu être une autre, mais il s'avère que c'était celle-là qui, à ce moment-là, s'est trouvée là. Et moi, je trouve que en termes de coûts, comme le monde de l'art contemporain les apprécie, je trouve ça très intéressant. Pour moi, cette œuvre, c'est une peinture. Pour moi, c'est aussi un manifeste
que de dire elle est signée par la machine et on la met en salle des ventes et on ne sait pas d'ailleurs qui, me semble-t-il, l'a acheté. C'est ça que je trouve intéressant. Ah ben, je vais poser la question, je vais vous redonner la parole juste après, à Hugo Cazel-Dupré. Vous devez savoir qui l'a acheté, peut-être que vous ne pouvez pas le dire. Oui, c'est exactement ça. On ne peut pas le dire, mais on est en connexion avec la personne qui l'a acheté. Et je suis vraiment d'accord avec les commentaires de Dominique. L'idée, c'est que l'art génératif et l'utilisation d'algorithmes pour la création visuelle existe depuis vraiment un certain temps. Et là, c'était vraiment un moment d'histoire parce que c'est la première fois que ce type d'algorithme était mis en avant, notamment par une grande maison d'enchères. Et forcément, ça a créé de ce moment un moment historique. Voilà ce qui a fait augmenter le prix de manière extravagante. Après, nous, on continue à vendre nos pièces à des prix bien plus raisonnables pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus dans la durée et d'être la tête de proue d'un nouveau mouvement artistique peut-être et d'essayer de pousser ça à travers des expositions dans des musées ou des participations à des shows dans des galeries. Mais évidemment, comme toujours avec l'intelligence artificielle, l'humain garde quand même la main. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, décider d'orienter le robot, je vais employer ce terme-là, vers tel ou tel style, telle ou telle école de peinture? Tout à fait. L'idée, c'était vraiment de considérer ça comme un outil. Nous, on va donner en entrée le sujet que l'algorithme doit traiter. Et ensuite, quand l'algorithme est entraîné, il va être capable de générer des millions de visuels et c'est à nous de faire une curation pour raconter une histoire et exprimer notre message. Et donc, il y a vraiment tout un travail humain et c'est finalement un peu un outil comme peut l'être le pinceau ou l'appareil photo. Seulement, l'outil est ici un peu plus puissant dans le sens où il est entre guillemets inventif parce qu'il crée les visuels à partir de la base de données. Dominique Moulon, il y a eu d'autres exemples dans le monde de la peinture. Le projet The Next Rembrandt, par exemple, là, il s'agissait quoi? D'imitation plutôt? Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il s'agit de créer un faussaire. Ouais. En fait, on prend l'esthétique de Rembrandt, la machine, le GAN, parce que c'est le même type de technologie. Ouais. On va le nourrir avec la peinture de Rembrandt, plus spécifiquement avec des portraits de Rembrandt. Et The Next, c'est ça qui est vachement bien. C'est le titre, le futur Rembrandt d'un artiste qui est mort depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant aussi ici... Donc là, c'est plus les faussaires qui sont concurrencés par la machine. À mon avis, évidemment, puisque en fait, ça renvoie à Meyeren, qui était le faussaire de Vermeer dans les années 30-40, et qui s'est fait d'ailleurs très tardivement, et pas par des spécialistes repérés. Là, en fait, on fait un faussaire, et on dit on a fait un faussaire. C'est mon point de vue. Mais c'est vrai que dans les GAN, on dit souvent qu'il y a le faussaire et l'enquêteur de ces deux algorithmes, c'est-à-dire que l'un qui propose, et l'autre qui dit ça, c'est pas possible. Alors dans le cas de The Next Rembrandt, c'est intéressant de remarquer que c'est Microsoft et une banque. Donc on est aussi là dans une forme d'opération marketing avec des moyens, une équipe de chercheurs qui n'est pas toujours citée d'ailleurs, et c'est dommage, et pas véritablement revendiquée comme une œuvre d'art, mais comme une opération qui est très très bien documentée. En revanche, il y a aussi beaucoup d'œuvres d'intelligence artificielle, et il y en a actuellement malheureusement pas visibles par le public, au Centre Pompidou, au 6e étage, par Rito Steyer, qui est une artiste contemporaine exposée à la Biennale de Venise, montrée à Art Basel et ailleurs. Et en fait, ces œuvres d'intelligence artificielle faites avec des GAN, c'est une forte tendance aujourd'hui dans l'art contemporain. Mais c'est de l'art ou de la technologie ? C'est exactement moi ce qui m'anime, c'est-à-dire que c'est de l'art et de la technologie. Et comme je disais tout à l'heure, tout ça... Mais c'est de l'art quand même pour vous. Pour moi, c'est évidemment de l'art. Mais en fait, il y a déjà eu dans les années 60 des expositions comme Cybernetic Serendipity en Angleterre avec des robots par une commissaire et des artistes. Et ça n'a fait que continuer. Et à chaque époque, ces technologies, à chaque époque, ces artistes qui utilisent les technologies de leur temps. C'est-à-dire au début, la photographie est-elle un art? La photographie est de la photographie, elle deviendra art. La vidéo est-elle un art? La vidéo est de la vidéo, elle deviendra art. Les technologies, est-ce que ça forme un art particulier? Oui, à mon avis, ça s'appelle les arts numériques et aujourd'hui, on peut considérer que ça fait partie de l'art contemporain. Hugo Cazel-Dupré, alors on a eu un petit souci de liaison, mais je pense que ça fonctionne de nouveau. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui, je vous entends de nouveau. On peut dire aussi que l'intelligence artificielle, c'est un outil pour les artistes, ça leur permet de s'exprimer. Tout à fait. En fait, un peu comme l'appareil photo, on aime beaucoup faire cette comparaison avec l'appareil photo parce que, en fait, les premières personnes qui ont voulu de manière artistique ont reçu des critiques en général qui sont assez similaires à celles qu'on peut recevoir aujourd'hui, à savoir l'appareil photo est réservé à des ingénieurs hautement qualifiés, les images sont floues, c'est pas de l'art,
etc. Et maintenant, on est tous d'accord pour dire que la photographie est un mouvement artistique bien à part et que c'est pas venu pour remplacer les artistes, mais justement pour laisser une catégorie de la population s'exprimer et créer un nouveau type d'art. Nous, on espère vraiment que avec ce type d'algorithme, ce sera un petit peu le même système et que on va pouvoir avoir une nouvelle catégorie d'artistes qui viennent du digital, qui puissent s'exprimer avec ces algorithmes. Parce que vous êtes à la fois artiste et spécialiste de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que la technologie, et donc vous vous projetez dans l'avenir, c'est pour ça que cette émission existe aussi, qu'est-ce que la technologie peut vous permettre encore d'imaginer pour les prochaines années, de différent, de nouveau? Alors, ce qu'on essaye pas mal de pousser aussi, c'est que on a une vision artistique dans laquelle on cherche à faire des séries purement artistiques et participer à des musées, etc. Mais un peu comme les artistes contemporains de notre génération, on a aussi une vision un peu pluridisciplinaire et on aimerait bien pouvoir appliquer nos créations artistiques à d'autres types de milieux. Donc, par exemple, ça peut être la mode ou ça peut être le cinéma, la littérature. En fait, ces algorithmes peuvent traiter tout un tas de types de données différents et on peut faire des nouveaux exemples, des nouvelles créations avec ce type d'algorithme et on aimerait vraiment pouvoir ouvrir la voie parce qu'on pense vraiment que ces algorithmes vont être utilisés après de manière quotidienne dans les 10 années à venir parce qu'ils vont être intégrés dans les softwares comme Adobe, etc. quoi. Et donc on aimerait vraiment pouvoir pousser ça, cette création visuelle ou littéraire ou auditive dans d'autres milieux et on pense que c'est vraiment là où il y a des choses intéressantes à faire et à explorer. Dominique Moulon, il y a d'autres exemples d'intelligence artificielle, je vous en ai cité quelques-uns, mais dans le monde de l'architecture ou du design, je pense à Philippe Stark qui avait sorti des chaises AI, enfin intelligence artificielle. C'est un mouvement un peu général dans le monde de l'art. On parlera de la musique tout à l'heure, Oui. mais en dehors de la musique. Il y a évidemment des cas dans la musique, mais en fait, toutes les formes artistiques, et c'est intéressant de voir d'ailleurs à quel point les formes artistiques sont curieuses. C'est intéressant en citant la mode, le monde de la mode, c'est tout de suite emparé des robots avec, je crois que c'était McQueen, de l'impression 3D avec un autre créateur, des réseaux sociaux avec un autre créateur, et évidemment aujourd'hui, le monde de la mode, comme le monde de l'architecture, regarde ce que nous proposent les machines. En fait, ce qui semble aussi très intéressant, et c'était dit tout à l'heure par le collectif Obvious, c'est la capacité, quand elle est bien programmée, de la machine à nous proposer avec une grande profusion un nombre de possibilités inimaginables que l'architecte, que le designer, que l'artiste peut à un moment donné décider de dire c'est ça qui m'intéresse. Mais est-ce qu'on peut imaginer un chef-d'œuvre créé par un robot, Dominique Moulon? Ça sera le titre de mon prochain livre publié au mois de septembre qui s'appellera Chef-d'œuvre du 21e siècle, dans lequel il y a des œuvres d'intelligence artificielle produites par un robot. Je dirais oui, mais de toute façon, le robot, il est toujours programmé. Il est programmé par une équipe, par des programmeurs. Et d'ailleurs, ce que je crois savoir du collectif Obvious, ce sont différents types de profils. Et en fait, soit l'artiste est programmeur lui-même, soit l'artiste collabore avec un programmeur. Actuellement, dans les robots, par exemple, KUKA, l'entreprise allemande, prête allègrement ses robots et ses programmeurs à des artistes qui font œuvre avec. Mais pour revenir à qu'est-ce qui fait œuvre, c'est l'idée de l'artiste. Oui, c'est quand même l'humain, Hugo Cazel-Dupré, qui garde la main. Parce que, évidemment, moi, je n'ai pas voulu intituler le débat le robot va-t-il remplacer les artistes? Parce que fondamentalement, j'y crois pas. C'est pour ça que j'ai dit, peut-il concurrencer les artistes? Vous y croyez, vous, à un chef-d'œuvre vraiment qui sortirait, hein, puisqu'on parle de deep learning, des robots qui apprennent de leurs erreurs, et puis jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'un robot ne pourra pas finalement créer tout seul un tableau et un chef-d'œuvre? Pour l'instant, c'est de la science-fiction. Oui. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tel qu'on le ressent, et nous, avec toutes les discussions qu'on peut avoir autour de ça, on le ressent très fort, c'est que l'intention artistique et la créativité, ce sont des qualités qui sont réservées aux humains et qui sont propres à l'humain, qui carrément définissent la nature de l'humain d'une certaine manière. Et donc, le jour où on perd ça, on perd un peu de notre humanité. Donc, on a peur de ça et c'est normal. Et pour l'instant, c'est vraiment de la science-fiction parce que technologiquement parlant, c'est complètement impossible. Et pour faire de la recherche là-dedans, je peux vous dire qu'on est vraiment très loin avant d'avoir des systèmes qui ont une conscience et donc qui peuvent avoir une intention qui soit vraiment propre à elle-même et qui puisse créer de toutes parts quelque chose qui soit une intention artistique, qui ne soit pas quelque chose de préprogrammé. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible. Après,
ce sera peut-être possible, mais à mon avis, dans une longueur de temps qui nous dépasse très fortement. Oui, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler ensemble, si je vous comprends bien. Sur votre métier de curateur, c'est aussi un outil, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut réinventer une exposition, on peut créer des expériences immersives. Ça fait partie aussi du monde de l'art, ça. Oui, il y a d'ailleurs eu récemment, il y a quelques mois, une biennale d'un art contemporain numérique dont on a dit qu'elle était curatée par une machine, une intelligence artificielle. Moi, la première question que je me suis posée, c'est qui a programmé la machine ? Bah oui. Est-ce qu'il n'y avait pas un ou des curateurs, curatrices qui étaient autour de la machine ? Mais en effet, je pense que c'est à la fois un outil, c'est aussi des idées, c'est aussi un médium. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était intéressant, on était d'accord sur le fait d'évoquer la naissance de la photographie. La naissance de la photographie a fait émerger les photographes, mais a forcé les peintres à peindre autrement, dehors, avec des chevalets et une innovation qui était la couleur en tube. Parce qu'on ne pouvait plus représenter le réel comme on le faisait avant la photographie. Aujourd'hui, c'est pareil. Le membre du collectif le disait tout à l'heure, la machine peut proposer encore plein de portraits. Il y a une autre artiste qui s'appelle Anna Riedler qui a rentré dans la machine 10 000 tulipes et la machine continue à faire des tulipes. À ce moment-là, ce qui est intéressant, ça pose la question de la place de l'artiste qui peut-être a l'idée, c'est le plus important, mais qui va aussi savoir choisir ce qui sera, entre guillemets, digne d'être présenté ou vendu chez Christie's ou ailleurs. Ce qui est intéressant là, c'est que le rôle de l'artiste, il évolue encore un tout petit peu. Le rôle du commissaire, évidemment, tous nos rôles, mais le rôle du journaliste aussi, bien sûr. Voilà, évidemment. Il y a d'ailleurs, on dit que chez Reuters ou Associated Press, il y a des machines qui rédigent des news, etc. La question, c'est est-ce que la machine peut avoir le matin, elle n'a pas de matin la machine, l'idée de rédiger quelque chose d'exceptionnel ou de faire une œuvre exceptionnelle. Ça, c'est beaucoup moins certain. Évidemment. Alors restez avec nous parce qu'on va continuer de parler de l'art des robots, mais de musique avec Olivia Hieré-Dobré. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia, Bonjour. On parle donc de musique. Il y a tout juste un an, un concert d'opéra particulier, ça se passe aux Émirats Arabes Unis. Oui, et sur scène, pas de chef d'orchestre ni de ténor en queue de pie, mais un être étrange aux mains et au visage humain planté sur le corps d'une machine. C'est Altair 3, l'androïde qui tient le double rôle de maestro et de chef d'orchestre. Démonstration. Alors en face de lui, comme vous avez pu le voir, un orchestre de 40 musiciens, eux, bien en chair et en os. Altair 3, c'est le premier robot humanoïde à fonctionner entièrement avec une intelligence artificielle. Il possède son propre réseau de neurones artificiels qui lui permet de bouger en fonction de l'interprétation de l'espace qui l'entoure. Grâce à des capteurs disséminés sur son corps, le robot analyse les sons, la température, l'humidité, la proximité d'objets ou de personnes. Les données collectées vont être exploitées par son réseau neuronal. Le système va analyser et recouper ces informations et ce processus va déclencher des mouvements de la machine. Par exemple, si Altair 3 détecte la présence d'un grand nombre de personnes, il va faire frémir son torse. Cette faculté, lui est donnée grâce à ses 42 articulations. De même, s'il entend un son, il va le reproduire. Il peut ainsi accompagner l'orchestre. Ce sont les vocalises électroniques que nous avons entendues tout à l'heure. Mais s'il ressemble à un être humain, ses mouvements sont un petit peu différents. En fait, il n'a pas été conçu pour nous imiter.
Le réseau de neurones avec lequel il est programmé repose sur la théorie du spike and burst, l'action-réaction, un système qui nécessite peu de programmation préalable et qui lui laisse le loisir de développer ses propres mouvements. D'ailleurs, il lui arrive d'un peu trop s'agiter. Je cite un de ses concepteurs interrogé par Reuters. Parfois, l'androïde devient fou. Les orchestres humains doivent suivre. Mais parfois, les humains peuvent coopérer très confortablement. Ce travail est une métaphore des relations entre l'homme et la technologie. De plus en plus d'humains sont dominés par la technologie et ce phénomène va s'accentuer à l'avenir, générant un renversement dans les relations homme-machine. J'ai voulu traduire ce basculement dans un opéra. Vous remarquez, il y a parfois des chefs d'orchestre humains qui deviennent dingues et les musiciens qui ont du mal à suivre. Comment est né ce projet, Olivia ? Alors l'histoire commence en 2016 au Japon. Des professeurs s'associent pour créer les 2 premières versions d'Alter, dont une qui a été exposée au musée de Tokyo, Mirakan. Pour cette troisième version, d'où le Alter 3, 4 experts en intelligence artificielle ont planché dessus. Un spécialiste en robotique, un autre pour les logiciels, un musicien d'électroacoustique et le compositeur Kishiro Shibuya pour le son. D'ailleurs, c'est lui qui a composé l'opéra dont on a vu quelques extraits. Et cet opéra a été conçu spécialement pour mettre en scène le robot. Il s'intitule d'ailleurs Scary Beauty, beauté effrayante. Allez, un mot de réaction, Dominique Moulon. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure en disant que ça nous concernait tous, il va falloir qu'on apprenne à interagir et presque à donner un statut finalement à ces intelligences artificielles, à ces robots. Bon, ça pose clairement des questions de statut, des questions juridiques, on le sait en Californie, avec des robots voitures qui renversent des gens. Mais je voudrais juste rebondir aussi sur Alter, parce qu'en fait, je connais bien le robot Alter pour avoir exposé des images d'Alter 1 et 2 par une artiste qui s'appelle Justine Aymar au Centre culturel canadien avec un autre commissaire, Alain Thibault. Et en fait, c'est intéressant parce que le Alter 1 est tombé en panne. Donc, on a pris la mémoire, l'intelligence, guillemets, de l'Alter 1 pour le mettre sur l'Alter 2. Et l'artiste a eu cette idée magnifique, Justine Aymar, que de mettre l'un en face de l'autre. L'autre se réveille, le 2, le 1 reste inactif puisqu'il est en panne. Et qu'est-ce qui peut se passer dans la tête du robot ? Rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de conscience. Nous, on imagine ce qui se passe dans la tête du robot qui voit son double inactif. Son double, d'où provient son intelligence. On parlait à une époque de greffe de cerveau, il faudrait parler de greffe d'un corps sur un cerveau, ça fait réfléchir aussi. Moi, ce que j'adore avec l'art, que ce soit la musique, les différentes formes artistiques et les technologies, et aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est que ça nous fait réfléchir au même titre que les films de science-fiction. Ça nous projette. Et puis le mot, vous l'avez dit, c'est l'empathie. Moi, j'ai un ami artiste, à un moment donné, quand il a reçu son robot aspirateur, pendant quelques jours, il l'a regardé au lieu de faire des œuvres. Ça nous pose des questions et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Merci Dominique Moulon. Merci également à Hugo Cazel-Dupré et au collectif Obvious. Allez, tout de suite, on parle d'argent, placement d'avenir dans Smart Future. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, des conseils pour investir, des placements à découvrir. Et aujourd'hui, c'est David Derry, analyste de marché chez eToro. Bonjour David. On va parler de ce qu'on appelle la gig economy. Donc c'est le monde du travail. Expliquez-nous de quoi Alors la gig economy, c'est l'économie à la tâche en français. Oui. Donc on a vu là avec l'arrivée justement du numérique et le développement du télétravail que le monde du travail est vraiment en train d'évoluer. Bien sûr. On avait connu un modèle du salariat justement qui était hérité des révolutions industrielles et des luttes sociales du XXe siècle. Et on voit justement aujourd'hui qu'on est en profonde mutation et on voit l'arrivée justement de la gig economy. Donc gig economy. Donc on est loin de la semaine des 35 heures, c'est ça ? Exactement. Pour le moment, les personnes sont désormais libres en fait de devenir eux-mêmes leurs propres patrons, donc d'être indépendants et de choisir de travailler pour plusieurs sociétés à la fois. Et donc on voit que cette nouvelle forme d'emploi, elle est vraiment en train de se développer. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des Américains qui ont adopté ce statut, donc 35% des Américains qui sont désormais indépendants. Et donc c'est un marché qui est identifié comme tel et qui fait quelle taille ? Alors c'est un marché qui en 2020 représentait environ 300 milliards de dollars et qui en 2023 devrait atteindre justement 450 milliards de dollars, un peu plus de 450 milliards de dollars. Donc pour les investisseurs qui souhaitent investir dans la gig economy, c'est quand même quelque chose d'assez large et donc il y a différents sous-domaines pour le faire.
On peut par exemple choisir d'investir dans des entreprises de transport. Donc là, c'est vraiment la catégorie la plus connue de la gig economy, avec les chauffeurs Uber ou Lyft ou ce genre d'applications. On a aussi les sociétés de livraison, où là, par exemple, on va penser à Just Eat ou même Deliveroo, qui s'est d'ailleurs introduit cette semaine en bourse. On va avoir des plateformes de freelance, donc comme Upwork, comme Fiverr, qui permettent à tous de trouver en fait des missions. On va avoir ensuite les plateformes de location. Donc là, on va retrouver des plateformes comme Airbnb ou Expedia qui permettent à tous de louer et donc de gagner des revenus via cette manière-là. Et puis ensuite, les deux autres catégories dans la gig economy, c'est les plateformes de vente. Donc là, on va retrouver des Shopify, on va retrouver du eBay par exemple, ou les plateformes pour le contenu, donc qui permettent à des gens de partager leur contenu. Et donc là, on a les réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube ou même Twitch. Et là, on va parler plus des influenceurs qui rentrent dans cette catégorie de la gig economy. C'est ça, hein, d'accord, bien compris. Donc c'est compliqué en fait de savoir en ce moment quelles sont les entreprises qui vont vraiment se développer dans le secteur de la gig economy. Et donc pour les investisseurs qui souhaitent vraiment investir dans ce secteur, le plus simple c'est de répartir en fait leur capital justement dans différentes entreprises et même différents sous-secteurs justement de la gig economy. Oui, et puis il y a la question de la réglementation, du statut. C'est vrai que il y a aussi pas mal de critiques qui sont liées à certains pans de la gig economy. Exactement, quand on parle de gig economy, le premier exemple qui nous vient en tête, c'est justement ce qu'on disait, les chauffeurs Uber ou les chauffeurs, les livreurs Deliveroo. Et donc, on peut constater ici qu'il y a justement une grande précarité dans leur emploi. Et même d'ailleurs, vos confrères de Brut qui leur ont réservé un reportage justement la semaine dernière. Mais ce qui est important de noter, c'est que dans la gig economy, il n'y a pas que ça. Il y a aussi 50% justement des personnes qui exercent, mais qui sont des travailleurs indépendants hautement qualifiés. Donc, par exemple, des développeurs, des rédacteurs web, des traducteurs ou ce genre de choses. Oui, c'est tout ce qu'on appelle le marché des freelances en fait. Exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, en tout cas les gouvernements ont bien conscience qu'il faut justement réglementer la gig economy. Et justement en Californie, il y a eu la proposition 22 qui a été passée et qui a permis justement à Uber ou à des sociétés comme Deliveroo de ne pas justement classifier ses chauffeurs comme employés. Et donc c'est ce genre de loi en fait qui va vraiment permettre à la gig economy de se développer à l'avenir et de rayonner. Alors, si vous deviez conclure, comment vous imaginez justement l'avenir, les prochaines années ? Alors, ce qui est important de noter, c'est que ça offre une flexibilité à la fois à l'employeur et à l'employé. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante, la gig economy. Aujourd'hui, on voit que c'est un secteur qui est 3 fois plus rapide qu'en croissance, 3 fois plus rapide que justement le secteur du travail classique. Et ça devrait encore continuer parce qu'il y a l'arrivée justement de la robotique ou l'arrivée de l'intelligence artificielle qui devrait accélérer cette tendance. Et donc, on a vu par avant que le marché devrait atteindre justement 455 milliards de dollars en 2023 et dépasser les 500 milliards de dollars à l'avenir. Donc, ça peut être une opportunité intéressante et donc les investisseurs devraient garder quand même un œil sur cette industrie. Eh ben, merci pour ce conseil, David Derry, analyse de marché chez eToro. À bientôt. Tout de suite, c'est Smart Connect. On observe un hibou. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, la transformation numérique au programme comme tous les jours. Et aujourd'hui, c'est une pépite, une PME française qui cartonne. Hibou et son président Clément Bernard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de cette entreprise qui est spécialisée dans le pilotage d'opérations industrielles grâce à l'analyse des données. Alors, en allant sur votre site, en lisant quelques papiers sur vous, votre cœur de métier, c'est quand même le BTP, c'est ça ? Effectivement, on a pénétré le marché au travers de la verticale de la construction, oui. À savoir que c'est une verticale dans laquelle il y a particulièrement d'équipements, et donc particulièrement d'équipements qui émettent des données. Oui. Notre but est de restituer ces données aux industriels pour les aider à notamment optimiser leurs opérations et le pilotage de leurs activités. Alors aujourd'hui, ça représente quoi ? Combien d'engins connectés, combien de pays que vous suivez d'une certaine façon ? Alors en 2 années, on a connecté plus de 15 000 unités, donc de 15 000 équipements qui sont répartis dans 48 pays. Et ça va des camions aux grues, aux engins, aux générateurs. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que les grands industriels ont des catégories matérielles extrêmement diverses et
qui émettent des données. Oui, qui émettent des données. Alors, comment vous les suivez déjà? On va essayer de comprendre comment ça marche, parce que dans cette émission, on aime bien parler tech. Comment vous les suivez? Alors, ce sont les constructeurs eux-mêmes, Ouais. c'est-à-dire un acteur comme Renault Trucks, un acteur comme Caterpillar, qui directement en usine équipent leur matériel d'une télématique. Ok. Et aujourd'hui, ces constructeurs exploitent ces données, c'est principalement eux qui les exploitent. Et notre métier est de restituer aux clients finaux les données dont ils sont propriétaires. Vous les analysez, vous leur donnez de la valeur en quelque sorte? Effectivement, on leur donne de la valeur, mais la première step est déjà de les livrer. Aujourd'hui, une consommation de carburant, on sait comme tous les grands groupes ont des attentions toutes particulières sur quelles sont leurs consommations pour mesurer leurs émissions de CO2. C'est aujourd'hui très complexe quand on est un groupe international présent dans plein de pays, d'avoir une compréhension sur qu'est-ce que mes engins consomment, qu'est-ce que mes camions consomment. Et aujourd'hui, on a la possibilité de leur restituer cette information, pays par pays, catégorie par catégorie matérielle, pour leur permettre de rentrer dans l'affinage de leur productivité. Oui, donc ça, c'est un avantage direct. Économie d'énergie, il y en a d'autres? Lesquels? Absolument. Alors, la productivité en tant que telle, quand on gère des milliers de machines, comment est-ce qu'on peut répondre à la question aujourd'hui, ce matin, est-ce que c'est 60% de mon parc qui travaille ou est-ce que c'est 98% de mon parc qui travaille? Elle est complexe à obtenir cette donnée, alors qu'elle existe. Et nous la rendons. Ensuite, on se rend compte qu'on vient créer de la valeur pour l'écosystème de nos clients. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vient travailler avec les grands énergéticiens, dans la mesure où on va connaître les niveaux de remplissage des réservoirs de tous les engins de FH. Eh bien, il y a des énergéticiens qui sont particulièrement intéressés par cette donnée pour venir améliorer le service qu'ils vont rendre aux grands industriels. Mais également dans l'univers de l'assurance, par exemple. Aujourd'hui, quand un grand assureur vient assurer un industriel et qu'on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'actifs, c'est extrêmement complexe de réussir à savoir ce que l'assureur va assurer. Ouais. Et donc, on va les aider à réduire l'asymétrie de l'information, à mieux mapper leurs risques et donc à optimiser les coûts d'assurance. Oui, donc vous permettez à vos clients de conquérir de nouveaux marchés aussi. Complètement, complètement. On vient effectivement au premier abord les aider à mieux s'organiser en interne, mais on vient les aider à créer de la valeur pour les clients de nos clients. Un cas très simple, aujourd'hui, les loueurs qui louent du matériel aux industriels vont utiliser les données pour leur propre compte, mais vont aussi partager ces données à leurs clients pour permettre à leurs clients de mesurer leur exploitation, qui est composée aussi bien du parc de matériel détenu que du parc matériel loué. Alors, je disais une pépite française. Et pourquoi vous avez remporté l'an dernier le concours Construction Startup Competition qui récompense les jeunes entreprises les plus innovantes dans la transformation numérique du monde de la construction? Vous faites partie des 5 lauréats mondiaux. Donc bravo, belle fierté. Ça ouvre des portes, forcément? Absolument, ça ouvre des portes. Donc, cette collaboration avec les grands groupes a été pour nous indispensable. On a commencé par être accéléré par SAP, dont nous sommes aujourd'hui partenaires officiels. Toutes les données des équipements sont poussées dans cette magnifique solution logicielle. Ensuite, on a été accéléré par Léonard, donc Vinci, et donc ces collaborations entre des structures naissantes comme les nôtres et des grands groupes, ça a aujourd'hui une valeur primordiale, et ça nous a emmenés vers être lauréat du concours CEMEX Ventures, qui aujourd'hui nous ouvre des portes vis-à-vis du monde des investisseurs, puisque nous sommes en train d'organiser une série A. Et ben voilà, bravo, merci Clément Bernard, bon vent à votre hibou. Voilà, on marque une pause dans cette émission, un peu de pub de 2021 et puis on repart dans le futur. À tout de suite. Smart Future, la seconde partie de l'émission. Chaque semaine, je vous propose de découvrir la ville de demain, habitat, mobilité, énergie, système de transport, voitures autonomes. Tous ces thèmes irriguent cette séquence de l'émission intitulée Smart City. Dans la demi-heure à venir, Smart Move, la chronique de toutes les mobilités. Je vous présenterai Fuel, fabricant de vélos et motos électriques haut de gamme, mais d'abord, dans notre Smart City, on pousse la porte des maisons et des appartements de demain, les matériaux, la domotique, l'architecture, le design. On se projette dans 10 ou 20 ans. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City,
avec SEAT. Nos logements en 2030, en 2040, à quoi ressembleront-ils ? On s'installe, on visite tout de suite. Plan large sur ce plateau, je suis tout seul, donc ça veut dire que mes deux invités, ils sont là, ils sont derrière leur écran d'ordinateur. Vive le confinement, vive la double visioconférence, c'est parti. François-Xavier Geland, bonjour, vice-président de la Smart Building Alliance, auteur de La Maison Communicante, publiée chez Erol. Bienvenue. Nicolas Descombes, bonjour. Bonjour. Le PDG de Berthelot Construction. Alors, imaginons que vous me faites visiter un nouvel immeuble en 2040. Je pousse la porte de mon appartement. Qu'est-ce qui me surprend le plus, d'après vous, dans cet appartement en 2040 ? François-Xavier Geland, je commence avec vous. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'on ne verra pas du tout la technologie. Pour moi, le logement idéal, c'est un logement un peu, peut-être qui ressemble à celui d'aujourd'hui, mais en tout cas qui n'est pas bardé de capteurs, bardé de technologie. Par contre, il est bienveillant, il est sensible, il anticipe mes besoins, il prend soin de moi, et parce que voilà, il est technologique, mais on ne voit pas ces technologies. On ne voit pas la technologie. Je reste avec vous, hein, François-Xavier, mais quand même, on a fait la semaine dernière un débat autour du pouvoir de la voix. On commandera quand même beaucoup nos maisons, nos appartements, notre logement à la voix, d'après vous ? Oui, c'est vrai que la voix semble une interface entre nous et notre logement, ou nous et les équipements, assez idéale. Mais peut-être que, alors déjà, on peut imaginer que notre cerveau puisse directement piloter les choses. Donc ça, c'est peut-être une évolution qu'on peut attendre pour les prochaines années. Mais surtout, pourquoi piloter son logement en fait ? C'est-à-dire que là, on le pilote parce qu'on veut descendre des volets roulants, allumer un éclairage ou régler le chauffage. Mais si nos maisons deviennent réellement intelligentes, elles devront anticiper, elles devront s'adapter, elles prendront soin de nous. Donc finalement, on aura de moins en moins à la piloter. Donc oui, il y aura des interfaces, alors peut-être des écrans, des choses tactiles, évidemment. La voix, pourquoi pas. Et puis quelque chose, une maison probablement relativement autonome en fait. Elle va se débrouiller toute seule, elle va régler les problèmes toute seule. Quand on le souhaitera, on reprendra la main. Mais la plupart des actions se feront de façon tout à fait transparente, je pense. Nicolas Descombes, qu'est-ce que ça suppose comme défi dès la conception et pendant la construction de ces maisons connectées, de ces maisons intelligentes ? Excusez-moi. Alors, Ça suppose d'abord de revenir un peu en arrière sur la philosophie générale de l'habitat de demain. Réfléchir à l'habitat de demain, déjà, ça veut dire quoi ? C'est d'abord privilégier la question de l'habiter à l'habitat. Monsieur Jean disait tout à l'heure que le plus surprenant, ça serait peut-être ce qui se ne voit pas. Se ne verrait pas, eh bien, on ne verra pas forcément les adaptations concrètes du logement en y rentrant. Par contre, on saura qu'il est construit mieux et durable, qui pourra s'adapter, qui se sera adapté au mode de vie, qu'il apportera plus de confort. Parce que on devra, et là il y a un enjeu fort, on devra, et ça c'est évidemment dès la conception, on devra considérer que tous les occupants des logements de demain n'auront pas forcément les mêmes besoins, que les familles auront des besoins différents. Et donc, l'enjeu du début de la conception de la construction, c'est son sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus qu'un mot. Il faut que le sur-mesure, il prend son sens à travers l'adaptation des maisons de demain dans les évolutions des grandes lignes sociétales, c'est un fait, mais aussi dans les besoins différents des familles. mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire des appartements à la carte ? Ça veut dire que on aura dans un même immeuble, plutôt que d'avoir 12 appartements sur 12 étages qui se ressemblent, chacun aura vraiment, dès la conception, imaginé son appartement, c'est ça ? Et peut-être que l'appartement aura plusieurs vies et sera plus modulable ? Exactement. C'est une question d'adaptabilité du logement, que ce soit un appartement ou une maison individuelle d'ailleurs. Je pourrais revenir tout à l'heure sur la question de l'appartement, de l'immeuble, mais pour répondre à votre question, on voit bien aujourd'hui pourquoi ce logement il doit être adaptable. C'est que on l'a vécu aussi très récemment avec les résultants de la Covid, notamment après le confinement.
la résultante de la Covid, même s'il y a un mouvement qui était déjà très engagé dans la personnalisation des logements, où les maîtres d'ouvrage avaient tendance à vouloir aérer un peu les volumes, aujourd'hui, il s'est accéléré avec le confinement, puisque les fonctionnalités des pièces, elles évoluent. Par exemple, les surfaces consacrées à la cuisine ont pris un peu plus de surface au détriment du séjour, parce qu'il y a une convivialité retrouvée des familles autour de la préparation des repas, par exemple. On a aussi des pièces à vivre, comme le jardin qui est devenu une vraie pièce à vivre et qui est en lien direct avec les pièces intérieures. Et donc, il y a une adaptabilité des cycles de vie aussi qu'il faudra tenir. Et ça, je vais vous interrompre une seconde parce qu'on a des petits problèmes de son et puis vous avez un chat dans la gorge, ça vous permet de boire un verre d'eau et de faire passer ce chat. François-Xavier Geland, je reviens vers vous. Peut-être d'ailleurs, tiens, on n'a pas défini ce qu'était la Smart Building Alliance, dites-nous. Alors c'est une association, hein, on regroupe en fait tous les acteurs, il y a aujourd'hui près de 500 membres, donc il y a des constructeurs de maisons, des promoteurs, des bailleurs, des bureaux d'études, des chercheurs, des formateurs, des industriels, des startups. L'idée c'est de se mettre tous d'accord, travailler en collaboratif pour imaginer justement ces logements de demain et anticiper, faire en sorte que globalement, on soit en mesure par exemple de répondre aux GAFA. Aujourd'hui, vous avez vu que les grandes électroniques et de l'informatique s'intéressent beaucoup à nos maisons et on en a besoin, ils apporteront quelque chose, mais on ne veut, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que personne ne veut une maison Google ou une maison Facebook, quoi, hein. Donc tout ça, ce sont des questions intéressantes en termes d'éthique, en termes juridiques et puis en termes technologiques. On est avant tout des gens de la technologie pour concilier, harmoniser un petit peu tout ça et mettre en place en fait des labels, des cadres de référence pour que les gens aient confiance en fait dans cette maison du futur. Oui, parce que c'est central ce que vous venez de décrire, François-Xavier Geland. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'en passant par une enceinte connectée, on avait un débat sur l'intelligence artificielle dans l'art en début d'émission, donc une enceinte connectée avec une intelligence artificielle peut-être de plus en plus puissante. Si l'intelligence artificielle, c'est celle de Google, il prend la main sur toute la maison. Donc il y a aussi une notion de souveraineté, d'une certaine façon, derrière votre démarche. Absolument. On travaille beaucoup là au niveau de l'Europe. Je ne pense pas que ce soit un problème français, mais au niveau de l'Europe, il y a un vrai sujet sur la souveraineté de la donnée, sur la souveraineté des protocoles, faire en sorte qu'on ait une vraie réponse à nos modes de vie européens, qui ne sont pas les mêmes que ceux dans d'autres continents. Et cette souveraineté, elle passe par beaucoup de réflexions en fait. C'est-à-dire que les technologies sont là, considérer que les technologies sont là. Par contre, le débat sociologique, éthique, juridique n'a pas encore eu lieu. Et là, il faut y réfléchir tous ensemble. Et la réflexion, c'est aussi, il n'y a rien de plus intime que notre habitat. Donc, quelle main, nous, citoyens, quel pouvoir on garde sur l'accès à notre intimité? Vous y réfléchissez aussi? Oui, c'est une très bonne remarque. C'est un cocon. C'est le dernier endroit où on peut se protéger, où on peut être sûr de ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, avec un assistant vocal, on a donné les clés de notre propre cocon à des gens qui ne sont pas forcément très, très scrupuleux. Donc, il faut revenir à l'essentiel. C'est un cocon, donc je dois tout maîtriser. Je dois avoir confiance dans les données, je dois avoir confiance dans la confidentialité liée à ces données, je dois avoir confiance dans les équipements. Il y a quand même des équipements, il y aura des algorithmes, il y aura des choses intelligentes. Je dois avoir confiance dans ce bâti. Tout à l'heure, on parlait de construction, hein. On reste quand même dans quelque chose c'est le numérique et le béton. Donc c'est quelque chose de complexe, hein. C'est carbone et silicium. Il faut le concilier et il faut réfléchir à ce qu'on est prêt à accepter dans nos cocons. Et ça, c'est un vrai débat de société et c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la technologie. En fait, c'est l'humain qui doit se mettre à réfléchir sur est-ce que, à la limite, je veux de la décroissance dans mon propre logement, je veux plus de technologie. C'est peut-être le seul endroit où on pourra dire je veux plus de technologie, ou au contraire, je veux la maîtriser, je veux garantir ces résultats et je veux donc avoir confiance dans ce qui s'y passe.
Alors, je reviens vers vous, Nicolas Descombes, justement à propos des matériaux. Là, François-Xavier en parlait à l'instant. Si on se projette toujours dans le futur, alors il y a évidemment il y a un courant très fort dans le cadre de la transition climatique, de la transition énergétique. On sait que le secteur du bâtiment, de la construction est un des plus gros producteurs de carbone. Donc, il y a des matériaux alternatifs qui vont devenir les matériaux les plus utilisés, d'après vous ? Alors oui, il y a deux axes principaux à cette réponse du carbone. Le premier axe, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on aille, et ça c'est à imposer, qu'on aille vers des matériaux naturels et biosourcés, mais aussi au travers des circuits courts. On pense aux chanvre aujourd'hui qui se développent de plus en plus. Le lin, l'argile est déjà utilisée en matériaux biosourcés. Par exemple, chez nous, on utilise depuis une quinzaine d'années la brique qui est cuite avec une énergie issue de la biomasse. Donc ça, c'est un premier axe de réponse à la surproduction de carbone. C'est utiliser des matériaux plus sobres en ressources et moins producteurs de carbone. Et puis, il y a un autre axe qui est très important aussi, c'est la question de l'économie circulaire concernant le développement durable. Je vais vous prendre un exemple concret pour illustrer ce point-là. C'est par exemple, nous, sur nos chantiers, depuis 2 ans, on a mis en place le tri sur site des chantiers et leur valorisation par la suite et leur retransformation en nouveaux matériaux de chantier. Et ça, pour donner un exemple concret, sur une année de production de chantier, c'est l'équivalent de l'économie en carbone de 10 000 foyers sur un an. Et donc là, il y a une vraie règle qui doit devenir la règle générale demain sur ces 2 points-là, si on parle de développement durable. Et là-dessus, je pense qu'aussi les politiques ont un rôle important à jouer pour accompagner le mouvement, plus dans la proactivité que dans la réactivité d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais citer l'exemple d'une société qui s'appelle Woodoo. C'est une société qui propose du bois et qui remplace la lignine, qui est une sorte de colle naturelle entre les fibres, par un polymère puissant. Et ce bois devient aussi résistant que le béton, mais avec une empreinte carbone 3 fois moins importante. François-Xavier Jolant, ça veut dire que, je reste sur les matériaux, on est dans une association de matériaux anciens, mais réinventés grâce à l'innovation, grâce à la technologie ? Oui, on pourrait être surpris, puisqu'on pourrait imaginer des nouveaux matériaux, mais on sent bien que voilà, le bois, il y a des matériaux qui, quand je parle de cocon, il faut retrouver aussi ce genre de dimension dans nos maisons. Et puis il y a le verre, parce que n'oublie pas, il y a des murs et puis il y a de plus en plus d'ouvertures dans nos maisons. Et le verre, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de fonctionnalité, en termes on peut capter la chaleur, on peut capter l'énergie, on peut afficher des images, on peut imaginer plein de solutions. Et là aussi, peut-être des innovations. Il y a beaucoup d'innovations dans le monde du verre aujourd'hui. Donc, est-ce que ça sera du verre organique, du verre naturel, du verre artificiel? Je ne sais pas, j'y connais rien en verre, mais ça, nous, pour la Maison du Futur, on a plein d'idées. Donc là, il y a plein de choses à innover et à inventer, je pense. Oui. Et on peut même imaginer, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, je reviens à la question de l'intimité, des données, de l'accès aux données finalement produites par notre habitat. On pourrait imaginer avoir dans notre appartement, alors ça va dépendre évidemment de la superficie, mais un espace qui soit totalement justement déconnecté. Oui, je pense que une bulle, on parlait de cocon, ça peut être une bulle, et un endroit où il n'y aurait pas d'onde, où il n'y aurait pas de distraction au sens pollution du terme, et je pense que c'est des choses qui nous feront du bien, puisque on sera exposé à l'extérieur de notre cocon à plein de choses extrêmement agressives en termes de technologie, d'ondes, d'informations, et peut-être que dans nos cocons, on recherchera des choses effectivement très très déconnectées, c'est possible. Et je termine avec vous, François-Xavier. On a commencé par dire que finalement, peut-être que quand on rentrera dans notre appartement en 2040, on ne le trouvera pas tellement changé. Et l'aspect extérieur des villes, finalement, il y a quoi? Il y a peut-être 75-80% des villes de 2040 qui sont déjà construites. Donc est-ce qu'elles auront, elles aussi, un aspect très différent, forcément?
Alors, on parle beaucoup de verticalité, hein. On parle beaucoup de green, donc on sent bien que on voit des images d'ailleurs, hein, des villes du futur où on a l'impression que tout ça, ça va s'élever, un peu comme la tour Montparnasse, hein, qui va être complètement végétalisée, mais avec des choses acceptables au niveau écologique, évidemment, on en parlait tout de suite, mais aussi au niveau de la sécurité, au niveau de l'acceptabilité. Donc il y a cette verticalité, ça sera plutôt nouveau, parce qu'aujourd'hui, on ne dépasse pas quelques étages, on ne va pas très haut dans la plupart des villes en France en tout cas, et puis beaucoup plus de végétal en fait. Aujourd'hui on meurt de ce béton, de ce goudron, etc. Donc le végétal, oui, je pense, envahira nos immeubles, nos villes, et cette partie sera verte et à l'extérieur et probablement à l'intérieur, mais globalement je pense qu'on a besoin d'aller vers quelque chose effectivement de beaucoup plus durable à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ce débat qui était passionnant et pardon à nos téléspectateurs pour les petits problèmes de son récurrents que l'on a dû affronter pendant cette double interview en visioconférence. Allez, tout de suite, c'est Smart Move vélo et moto électrique. Smart Move, gros plan sur les nouvelles mobilités. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Terny qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Fuel, vélo et moto électrique, je le disais. Vous vous définissez comme un fabricant innovant de la nouvelle mobilité urbaine. Alors, je commence par les vélos. En quoi sont-ils innovants, vos vélos électriques ? Alors, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, la première chose dans l'innovation, c'est dans le design, dans l'ingénierie, et ensuite, c'est dans la tech. On est au début. Fuel, c'est une société qui existe depuis 2 ans. Donc, on a sorti un premier modèle, qui est ce vélo e-bike fluide, et on est au début de notre innovation. Donc, le vélo qui est sur le marché actuellement est un vélo innovant dans le sens où ses specs, ses spécifications techniques, ses performances et surtout son rapport qualité-prix le place dans le haut du panier de ce que l'on trouve actuellement sur le marché pour répondre à des besoins de ce qu'on appelle en anglais du commuting, c'est-à-dire des déplacements qu'on pourra qualifier de plus professionnels que de loisirs, même si on le voit dans nos premières ventes, 40% de nos clients utilisent le fuel fluide dans des activités de loisirs ou non professionnelles pour aller sur des chemins ou se balader entre amis le week-end. Je viens sur l'aspect technologie, notamment l'autonomie. C'est quoi? C'est double batterie, donc grande autonomie, si j'ai bien compris. Voilà, donc comme la vision de Fuel, c'est d'inventer tous les produits qui se situent entre le vélo 25 km/h, le vélo classique qui est électrifié d'un côté, et de l'autre côté, la grosse moto électrique. Et donc ça, ce sont les 2 bornes de notre univers. Nous ne souhaitons pas forcément aller dans ces 2 produits, mais on va inventer tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire développer des vélos 45 km/h comme le fluide, qui existe en version 25, mais se vend à 80% dans la version 45 km/h. Et c'est vrai qu'il faut mettre un casque et une plaque à l'arrière, mais quand on a goûté au goût du 45 km/h, on a du mal à revenir à un 25 km/h, je vous assure. Et on développe à partir de là des véhicules pour la mobilité urbaine, c'est-à-dire on a dans nos cartons des mobylettes électriques, des vélos cargo électriques, des petites motos de ville électriques et d'autres produits que l'on va sortir d'ici 2025. Alors, je prends la moto électrique. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est parce que y a des questions de puissance, d'autonomie, de légèreté aussi. C'est trois dimensions à faire cohabiter, c'est ça? Voilà, la moto électrique, c'est un exercice technique assez difficile parce que le poids des batteries, vous avez un rapport de 1 à 7 entre le poids d'1 litre de pétrole et l'équivalent d'énergie dans des batteries.
ça pèse 7 fois plus lourd. Donc en fait, il faut trouver non seulement un équilibre, mais également une utilisation. Et c'est pour ça que la moto électrique telle qu'elle existe aujourd'hui en remplacement d'une moto thermique n'a pas vraiment grand sens, parce que la vitesse étant l'ennemi de la consommation électrique et de la consommation tout court, on a des motos très puissantes qui accélèrent très fort, qui peuvent aller très vite, mais qui vont pas faire beaucoup de kilomètres. Notre moto électrique Flow, elle a été pensée comme une moto de ville, c'est-à-dire qu'elle est avec une architecture haute tension, on peut la charger en moins de 30 minutes et elle permet de faire entre 150 et 200 km en cycle urbain. Alors, lui demandez pas d'aller sur l'autoroute à 200 km/h, elle n'est pas faite pour ça, mais par contre, elle vise à remplacer l'ensemble des motos de ville, des gros scooters que l'on trouve actuellement dans beaucoup de capitales européennes, asiatiques, et qui commencent maintenant à se trouver aux États-Unis également, à remplacer par un véhicule puissant, agréable à conduire, pratique, mais surtout adapté au trafic urbain. Et je voudrais qu'on termine avec la question des batteries, qui est évidemment centrale pour notre avenir, avec l'électrification massive des villes. La production, le recyclage des batteries, vous y travaillez évidemment pour l'améliorer ? On n'est pas fabricant de batteries. Tesla l'est, tous les autres acteurs ne le sont pas. Non, je crois que c'est jouer sur votre écosystème. Vous pouvez influer sur ceux qui vous fournissent le matériel. En fait, la révolution de la mobilité électrique permet quelque chose de très intéressant, qui est que à la fois le moteur ou la chaîne de traction et les batteries sont des éléments interchangeables. C'est comme si sur une voiture actuelle, thermique, vous pouviez changer le moteur au fur et à mesure que la technologie évolue. Et en fait, c'est ça, les batteries, la manière dont nous, on regarde les batteries, c'est qu'il y a différentes technologies et on va pouvoir monter sur nos véhicules les dernières technologies, parce que c'est ça le principe de l'électrique, c'est quelque chose de très modulaire et on est beaucoup moins contraint que dans le thermique. Donc, on va chercher les dernières technologies en batterie et on va bien sûr regarder de très près tout ce qui est pollution au moment de la fabrication et cycle de recyclage. Merci beaucoup, merci François-Xavier Terny, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le futur. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a aidé à préparer cette émission et également tous les Smart Impact dans la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart, à la rédaction et ici en régie. Je vous donne rendez-vous lundi pour Smart Impact et d'ici là, vous pouvez revenir en avril 2021. Salut à toutes et à tous. Ce programme vous a été présenté par SEAT.